Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, le podcast. On essaye une nouvelle formule aujourd'hui, juste Manu et moi, une transmission express sur un seul film, et on va essayer de le traiter d'une manière extrêmement courte. Peut-être que peut-être que la transmission au final fera moins de 30 minutes. Manu, comment vas-tu ? Très bien, Olivier. Donc nous allons parler ce soir de The Smashing Machine, le film de Benny Safdie, avec Dwayne The Rock Johnson et aussi Emily Blunt. Mais quand bien même nous ne sommes qu'à deux, j'ai prévu une belle question pour toi, Manu, un beau quiz. Enfin, c'est pas vraiment un quiz, mais bon, bref, une sorte d'énigme où il va falloir que tu fasses appel à tous tes souvenirs. Jingle. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ? Donc comme je l'ai dit, nous parlons ce soir de The Smashing Machine de Benny Safdie, qui est donc le biopic d'un lutteur de MMA, donc Multiple Martial Arts. Et bien sûr, quand on fait un espèce de film sur quelqu'un qui se bat dans un ring, eh bien on pense à Rocky Balboa. Je vais donc te donner des dates et tu vas dire le titre du Rocky, le nom du réalisateur du Rocky et l'adversaire de Rocky dans le combat final. J'ai très mauvais à ce jeu-là, je te le dis tout de suite. 1976. Rocky. De John G. Avildsen. Voilà. Et qui affronte-t-il à la fin ? Apollo Creed. Mais oui, voilà. 1979. Rocky 2. Rocky 2, La Revanche, bien sûr, qui est réalisé par Stallone, et où il affronte en combat final Apollo Creed. Voilà. 1982. Rocky 3 avec un titre qui est devenu célèbre parce qu'il y a eu une chanson de Survivor. The Eyes of the Tiger, l'œil du tigre. Et donc il affronte en combat final. Mr. T, à ne pas confondre avec Ice-T. C'est autre chose. Ice-T, c'est autre chose. Donc de Sylvester Stallone aussi. Ensuite, en 85, je t'aide. Hein. En 85, Rocky 4, qui n'a pas de sous-titre, qui est réalisé par Stallone. Et qui il affronte à la fin Ivan Drago. Excellente réponse. Tu vois que t'es pas si mauvais. Bon, là, par contre, c'est dur. En 90, Rocky 5, réalisé par Stallone. Et non, John G. Avildsen. Ah, mais ouais, c'est il y a un autre piège. Il n'y a pas de combat final dans ce film. Ensuite, Rocky Balboa, en 2006. Par Sylvester Stallone. Voilà, et à la fin, il affronte... Ah, je me souviens plus, c'est une sorte de simili tête à claque comme dans la série des Creed, mais alors je me souviens plus du tout du nom. Mason the Line Dixon. Très bon film celui-là. Très bien. Alors, ouais, vas-y. Comme tu t'es planté comme un roi, tu peux nous faire ton classement des Rocky. Il y a Rocky 1, il y a Rocky Balboa. Hein. C'est tout ? Ouais. Ouais ? Si on parle de film, après, si on parle d'amour de Stallone, il y a tous les Rocky, mais si on parle vraiment de film, clairement, pour moi, il n'y a que le 1 et le dernier, quoi. Mais je parle pas des sombres merdes des Creed, quoi. Très bien, merci pour cette belle sortie, Manuelas. Et donc maintenant, nous allons passer au film de ce soir, le film de Benny Safdie, et non pas des frères Safdie, puisque cette fois-ci, il officie en solo, qui s'appelle donc The Smashing Machine, bande-annonce. Please give a round of applause for Mark Curry. Hello, and thank you to everyone for allowing me to be here today. You have been extremely understanding to me dealing with my personal struggles.
The Graviton. Let's do it. It's the best. There's no way. I can't ride that. Why? Why? Because my tummy. You know what that would do to my tummy. I would get sick everywhere. No, it's about perspective, okay? Just let you leave without a trace. Like on the inside, you don't feel it. You're like pinned against the wall. When I stand here taking every breath with you. Oh my goodness! What is out? This is truly shocking. There's just an empty space. Benny Safdie est donc un réalisateur. Il s'est fait connaître par les films qu'il a co-réalisés avec son frère Joshua, notamment Good Time en 2017 et Uncut Gems en 2019. Ici pour donc The Smashing Machine, il n'est pas avec son frère Joshua. Je ne sais pas s'ils sont fâchés ou quoi, mais bon bref, on s'en fiche un peu. Ici, il est scénariste, monteur, coproducteur, réalisateur. Bon, il a tout plein de casquettes. Et pour ce film, il a reçu à la Mostra de Venise le Lion d'argent du meilleur réalisateur. Eh ben, vous m'en direz tant. Donc, il s'agit d'un biopic sur un lutteur de multiple martial arts qui s'appelle Mark Kerr et qui a vraiment existé. Ce personnage est interprété par Dwayne The Rock Johnson, dont c'est la première fois, je pense, que nous parlons d'un film avec Dwayne The Rock Johnson ici. Et donc j'ai pris un film par décennie. Il a joué notamment dans Max la menace de Peter Segal en 2008, puis ensuite dans le bien-aimé No Pain, No Gain de Michael Bay en 2013, et enfin dans le très détesté Black Adam de Jaume Collet-Serra en 2022. Sa compagne, qui s'appelle Gail dans le film, est interprétée par Emily Blunt, une actrice qu'on aime bien, enfin que j'aime bien en tout cas personnellement, qui était notamment dans Edge of Tomorrow de Doug Liman en 2014, Sicario de Denis Villeneuve en 2015 ou Oppenheimer il y a 2 ans de Christopher Nolan, et qui sera dans le prochain Spielberg. Et alors, il y a Mark Coleman, qui dans le film est l'entraîneur, copain, adversaire de Mark Kerr, qui est interprété par un vrai lutteur qui s'appelle Ryan Bader. Voilà. Le directeur de la photographie, c'est Maceo Bishop. C'est son premier long, après une longue carrière de steadicammer et de cadreur. Voilà, j'ai dit, hein, le film il est monté par Benny Safdie lui-même. Alors... ce film tant attendu. Manu, qu'en as-tu pensé ? Bon, je pense que déjà, j'avais peut-être pas les mêmes attentes que toi vis-à-vis du film, parce que... j'en attendais rien du tout, mon vieux. En tout cas, je n'ai pas la même affection que tu peux avoir, que Lucien ou Julien avaient pour le cinéma des frères Safdie. Moi, ça m'a toujours laissé un peu circonspect l'aura et la hype qui entourait ces cinéastes-là. Je le reconnais peut-être, en fait, en voyant The Smashing Machine, d'un vrai temps quand même de directeur d'acteur. Après, pas forcément d'écriture de personnages, mais de direction d'acteur. Parce qu'in fine, je pense que un acteur très limité comme Robert Pattinson, je pense que si je retiens quand même un film de lui, c'est quand même dans Good Time. Voilà, il y avait une bonne exploitation d'Adam Sandler dans Uncut Gems, qui est un film que j'aime pas du tout. Et je retrouve à peu près certains mêmes scories déjà de réalisation très empruntée dans The Smashing Machine, donc ce côté... donc il y a eu déjà auparavant The Smashing Machine et le titre d'un documentaire qui avait été réalisé pour HBO par John Hyams, le fils de Peter Hyams, qui a réalisé les 2 derniers volets de Universal Soldier. Et voilà pour la film. La connaissance de Manuelas ne s'arrête jamais, quoi. Et donc je sais pas s'il a un crédit de producteur sur le film de Safdie. Je sais pas si c'est un crédit du fait du degré d'inspiration du film par rapport au docu. En tout cas, l'aspect très caméra portée du film, à un moment, c'est les mêmes scories que j'avais que je retenais dans Uncut Gems, me paraît très très emprunté. Ne fait que surligner les choses. Il y a même des vraies fautes de mise en scène pour moi, des sortes de gros plans qui sont ramenés à la caméra. C'est littéralement, tu vois le caméraman s'avancer vers une poubelle pour te montrer l'intérieur de la poubelle, parce qu'il y a toute une problématique liée à l'addiction du personnage à la drogue. Mais alors en fait, spoiler, dès le début du film, un monologue de Dwayne Johnson te dit clairement
que c'est pas vraiment le problème n'est pas lié à la drogue, il est lié à l'addiction à la réussite, à la célébrité, à l'adrénaline qui est générée après au combat moment du match, au moment de sa célébration. Et donc tout le projet, le parcours du personnage, c'est d'accepter la défaite. Alors c'est lourdement énoncé dans le film à intervalles réguliers, et c'est rarement fait au travers de la mise en scène, c'est très souvent fait par des dialogues. Moi, l'intérêt que j'avais, c'était justement, tu avais pris quelques films de Dwayne Johnson dans ton résumé. Black Adams avait posé un gros souci dans l'ascension, entre guillemets, de la persona de Dwayne Johnson, qui est devenu une des plus grosses stars du cinéma américain de ces 10-15 dernières années, qui a vraiment décollé à partir des années 2000, après une précédente décennie à enchaîner des petits rôles, des petits caméos dans des films sans vraiment convaincre. Et force est de constater qu'en fait, dans ces 15 années d'ascension, en tant que superstar du cinéma américain, il y a un film sympathique qui s'appelle Infiltré, et t'as un très bon film qui est No Pain No Gain, Pain and Gain, selon si vous vivez de quel côté de l'Atlantique vous vivez, mais c'est un mec qui a fait les choix les moins risqués de toute l'industrie. Et donc d'une certaine manière, ce Black Adams qui a été vendu comme un projet de rêve, selon lui, son projet de cœur, qui s'est royalement planté, et quand on voyait le résultat, tu te disais, projet de cœur, c'est quand même compliqué à me... Spoiler, dès le début du film, un monologue de Dwayne Johnson te dit clairement que c'est pas vraiment le problème n'est pas lié à la drogue, il est lié à l'addiction à la réussite, à la célébrité, à l'adrénaline qui est générée après au combat moment du match, au moment de sa célébration. Et donc tout le projet, le parcours du personnage, c'est d'accepter la défaite. Alors c'est lourdement énoncé dans le film à intervalles réguliers, et c'est rarement fait au travers de la mise en scène, c'est très souvent fait par des dialogues. Moi, l'intérêt que j'avais, c'était justement, tu avais pris quelques films de Dwayne Johnson dans ton résumé. Black Adams avait posé un gros souci dans l'ascension, entre guillemets, de la persona de Dwayne Johnson, qui est devenu une des plus grosses stars du cinéma américain de ces 10-15 dernières années, qui a vraiment décollé à partir des années 2000, après une précédente décennie à enchaîner des petits rôles, des petits caméos dans des films sans vraiment convaincre. Et force est de constater qu'en fait, dans ces 15 années d'ascension, en tant que superstar du cinéma américain, il y a un film sympathique qui s'appelle Infiltré, et t'as un très bon film qui est No Pain No Gain, Pain and Gain, selon si vous vivez de quel côté de l'Atlantique vous vivez, mais c'est un mec qui a fait les choix les moins risqués de toute l'industrie. Et donc d'une certaine manière, ce Black Adams qui a été vendu comme un projet de rêve, selon lui, son projet de cœur, qui s'est royalement planté, et quand on voyait le résultat, tu te disais, projet de cœur, c'est quand même compliqué à me faire croire à ça, plus les problématiques qu'il y a eu en interne, qui ont été révélées par Variety, qu'à ce moment-là, du fait des problématiques autour de la Warner, de la direction de la Warner, des volontés de refaçonner l'univers d'ici, la manière dont lui avait essayé de court-circuiter, de vraiment faire le forcing pour prendre le lead de l'univers d'ici chez Warner, je pense qu'il y avait une volonté de reconquête qui est peut-être plus une reconquête médiatique auprès de l'industrie que au niveau du public avec The Smashing Machine. Et j'étais plutôt intéressé parce que je pouvais craindre le côté un peu film à Oscar, le film vraiment, je montre l'intériorité de mon personnage. Mais pour avoir vu No Pain No Gain, il a une vraie capacité d'acteur. C'est pour le coup... Le début de sa carrière, il l'a façonné en se référant beaucoup à Schwarzenegger. Schwarzenegger, s'il n'a pas de très grands cinéastes à côté de lui pour façonner vraiment sa persona, car il s'est essayé un petit peu dans des registres dramatiques, notamment après son élection, du moins après sa carrière politique, c'était vraiment problématique. Tu vois vraiment les limites d'acteur. Là, je trouve les seules qualités en fait que je retrouve dans The Smashing Machine, c'est dans sa prestation. Le reste, je trouve le film complètement anecdotique. Il y a une manière justement de passer complètement sous silence
le problème d'addiction à la drogue. Alors, c'est limite gaguesque, hein, puisque le mec part en cure de désintox, suivant, il ressort de la cure de désintox, tout va bien, ce qui entraîne un vrai corollaire sur la manière dont est écrit le personnage de sa compagne, qui est vraiment un rôle ingrat. Alors, bon, en plus, j'ai un souci, parce que je sais pas si c'est pour coller au personnage, à l'univers dans le film, mais j'ai l'impression qu'elle est totalement refaite, Emily Blunt dans le film. J'ai l'impression que c'est elle qui a la plus grosse transformation physique dans le film. Alors je sais pas si c'est une volonté pour casser un peu le côté glamour que peut avoir son personnage dans d'autres films, mais j'ai eu peine à la reconnaître. Mais je pense que c'est aussi du fait que tu comprends pas le personnage. Il est extrêmement mal écrit, à la limite de la misogynie. Ce que je retiens, c'est que je suis plutôt convaincu par ce que délivre Dwayne Johnson dans le film. C'est dans les clous, hein. Mais je trouve que lui est assez juste dans la note qui tient autour de son personnage. Mais voilà, je comprends pas du tout la réception du film à Venise. Et j'ai du mal à voir le film en prétendant aux Oscars. Oui, alors... Donc première chose, moi non plus j'étais pas très friand du cinéma des frères Safdie. On peut dire quand même ici que le film est moins terrorisant que les deux d'avant, c'est-à-dire que il te prend moins en otage, le montage est moins agressif, la bande son est moins agressive, le film est beaucoup plus cool entre guillemets, beaucoup plus accueillant quoi. C'était académique. Ouais, aussi académique, tout à fait parce que ils étaient académiques à leur manière aussi les autres. Ouais, mais ils étaient agressifs. C'était des films qui avaient vraiment du mal à m'attraper quoi, qui me provoquaient une certaine répulsion quoi. Mais soit. Donc ici on est sur quand même un style beaucoup plus tranquille, on va dire. Et alors ce personnage de Mark Kerr, sa technique de lutte dans le film, c'est que il veut très très vite mettre l'adversaire au tapis, parce que sa faiblesse c'est quand l'adversaire il est debout et qu'il lui envoie des pains dans la gueule. Après c'est du fait que ce personnage-là est tout de suite montré comme un ancien lutteur. Oui, c'est un précurseur du MMA, donc c'est les tout débuts du MMA, oui. Et donc c'est aussi une logique de la discipline dont il vient, qui le fait d'entraîner ses adversaires au tapis quoi. En tout cas, c'est assez anti-spectaculaire. D'autre part, moi, j'avais l'impression que c'était un peu une métaphore du film. C'est-à-dire que le type, donc il doit foutre l'adversaire au tapis et l'empêcher de bouger, quoi, en gros. Et moi, j'avais l'impression d'un film qui n'arrivait jamais à se déployer, qui hésitait constamment entre différents thème ou sous-thème. Est-ce que c'est un film sur la vulnérabilité de ce héros qui est montré comme un gars qui a vite mal au cœur dans les manèges. Il y a une scène avec un enfant où ils attendent dans une salle d'attente de dentiste ou je sais pas quoi, et il dit à l'enfant il faut pas te battre, voilà. Il est montré comme ça en contraste avec la personne qu'il est sur le ring, et je savais pas si c'était ça vraiment l'intérêt du film. Est-ce que c'est son couple, est-ce que c'est son addiction ou ses addictions, que ce soit aux opiacés ou que ce soit à la célébrité. Je trouvais que le film il était constamment empêché comme ça, et je ne savais pas vraiment ce que de nouveau, comme avec Uncut James, je ne comprenais pas ce que ce monsieur Safdie essayait de me raconter, essayait de me dire. Et il y avait plein de thèmes, des choses qui étaient lancées mais qui n'étaient pas exploitées. Et j'avais l'impression d'un film qui voulait tellement pas être un Rise and Fall normal, ou tellement pas être ce qu'on aurait pu attendre de lui, qui s'enlevait toutes les scènes à faire. C'est-à-dire, genre, on arrive dans le film, l'histoire d'amour est déjà consommée, l'addiction est déjà là, le personnage fait une overdose, on ne le voit pas. Il n'a pas construit avec le couple, on n'a pas vu ce couple bien en fait. Et donc finalement, quand il y a une scène, la pauvre Emily Blunt, quand c'est chaud. Hein. C'est difficile pour elle, hein, franchement. Quand il y a cette scène où, entre guillemets, qui est un peu le climax émotionnel entre le couple, c'est limite risible. Alors, elle en vient vraiment très loin. Et c'est à la limite du telenovela à ce moment-là. Hein. C'est chaud. Hein. ouais. Et donc, parce que rien n'a été nourri, en fait. Très vite, je me suis beaucoup ennuyé dans le film. Ce qui est très juste quand tu dis qu'il a comme une volonté d'enlever les scènes à faire. C'est à la fois, d'une certaine manière, ce qui fait qu'à un moment, il enlève quelquefois le côté... qu'on pourrait craindre
qu'on pourrait craindre, qui peut être très pesant et qui peut être notamment très Saint-Sulpicien quand c'est un mec comme Daronowski qui nous refait Rocky Balboa en douce en se faisant The Wrestler. Là, il évite ça, mais aussi en évitant toutes ces scènes un petit peu de passage obligé du genre, il évite aussi de se confronter à certaines thématiques ou entre guillemets certaines progressions de personnages en fait. Il n'y a pas de progression de personnage dans cette histoire-là. Et c'est vraiment parce qu'en fait, tu te dis, ok, c'est pas l'addiction à la drogue, d'accord, c'est cette addiction à la réussite. Mais elles sont de toute façon intrinsèquement liées. Et la volonté d'en expurger du film une, qui est celle à la drogue, vraiment, littéralement, tu as une ou deux scènes où il papote avec un médecin pour au téléphone pour avoir ça, deux, trois trucs, mais qui sont plus dans un registre limite comique. Et le fait tout d'un coup d'avoir donc la seule séquence de picouse, une ellipse, l'overdose, mais qui n'est pas montrée puisqu'on voit le résultat. Et là, tout de suite, ok, je vais me faire traiter. Tu le vois qui rentre et puis il sort avec la mine... à la mine toute souriante, toute bronzée, c'est limite s'il n'a pas le club de golf parce qu'il allait au golf, quoi. Il ressort et tout va bien. Et là, t'as les petites séquences de crise parce que sa femme est allée boire un cocktail avec sa copine et que c'est pas bien avec lui, tu vois. Et c'est tellement pas amené. Tu pourrais le comprendre d'une certaine manière sur le coup. Sur un rapport très con, hein, effectivement. Tu vas pas te boire un gin tonic à côté d'un mec qui vient de sortir du sevrage alcoolique, de désintox. Mais ça a tellement été pas traité auparavant, justement toutes ces séquences liées à l'addiction qu'il a refusé de traiter. Si tu avais vu auparavant le mec confronté à l'alcool, à la drogue, etc., tu aurais pu comprendre la tension qui se jouait dans cette scène-là. Non, parce que justement, en fait, elle est hyper académique, elle est lénifiante, et elle marche pas surtout. Mais de nouveau, par rapport à l'alcool, etc., tout passe dans les dialogues. En fait, tu te rends compte que le personnage de Mark Kerr a mal préparé son combat parce que c'est Emily Blunt qui va répéter à son entraîneur « Ah oui, ça fait 15 jours qu'il boit des bières tous les jours. » Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas senti dans le film ? Pourquoi, ce glissement, on n'a rien. L'addiction, donc il est quand même addict aux opiacés, aux antidouleurs. La thématique de la douleur, elle n'est pas là. On n'a jamais ça dans le film. Quand il voit des voitures qui se crashent, il est là, j'ai un peu... ça va pas pour lui. Mais le côté, genre, il se prend des coups, il a mal, ça, dans sa chair, on n'a jamais, dans le film, on ne l'a jamais. Donc, il n'y a rien qui est incarné, en fait, dans ce film. Et en plus, on est toujours dans des espèces d'intérieurs moches. Le film donc joue sur ce grain un peu documentaire, caméra portée, machin, et t'es toujours dans des espèces de teintes et des intérieurs et des trucs. C'est un film qui étouffe comme ça. C'est un film qui est pas non plus agréable à regarder. En fait, tu vas me dire les films sont pas faits pour être agréables tout le temps, mais c'est un film dans lequel on étouffe, quoi, qui se déploie jamais, quoi. Il est même pas désagréable, il est juste c'est insipide, quoi. Voilà, tout à fait, c'est insipide. Petit truc à noter, c'est quand même t'as un beau boulot, effectivement, parce que j'ironisais sur la transformation physique du personnage. Le boulot, justement, est assez discret, je trouve, tu vois, sur la transformation de Dwayne Johnson. Oui, le make-up est très bien. C'est assez fin, tu vois, c'est Kazuhiro qui avait déjà travaillé sur le vieillissement, qui est notamment spécialisé sur les vieillissements de personnages, qui avait travaillé avec Fincher sur Benjamin Button, qui est un artiste japonais, qui a travaillé sur Rhapsody en août de Kurosawa, qui a après été un élève de Dick Smith et qui a beaucoup bossé avec Rick Baker au tout début de sa carrière américaine, et qui s'était un peu éloigné du milieu, et là qui depuis quelques années refait un retour au cinéma. C'est ça qui participe, je trouve, dans la réussite, entre guillemets, la toute petite réussite du film. C'est tout ce qui entoure le personnage de Johnson, c'est que c'est pas sur une note grandiloquente, il y a une certaine retenue dans le personnage, dans la manière de le traiter, et qui s'applique aussi au maquillage, d'autant plus je pense qu'avec une vraie difficulté, parce que c'est quand même un maquillage prosthétique qui est porté par un mec qui se prend des coups dans la gueule, donc il y a quand même c'est un vrai défi, je pense, technique au-delà de ça. Mais donc à la rigueur, peut-être un Oscar des maquillages, c'est peut-être le seul truc, tu vois, si le film a un Oscar il est, mais je vois pas du tout je vois pas où le film va aller au-delà de ça, quoi.
Ouais, d'autre part, c'est vrai que toi, tu sauvais, enfin, tu mettais en avant la performance de Dwayne The Rock Johnson. Elle est pas moi je le trouve pas exceptionnelle, mais mais je trouve qu'il est un peu il est un peu tout le temps sur la même corde, il est un peu fade et très vite il se cache. Après le film est aussi un peu comme ça, donc ça reste à savoir si c'est, non mais je veux dire si c'est lui, mais le fait quand même de te dire que pour une fois depuis 15 ans il propose quand même autre chose, et visiblement il a l'air un tout petit peu de se diriger vers ça, puisqu'a priori il a annoncé sur un film de nouveau avec Emily Blunt et tourné par Scorsese. Il y a une volonté quand même, je pense, à un moment, parce qu'il traîne des projets de films avec des réalisateurs intéressants. Il avait un projet pendant longtemps d'adaptation de Sergeant Rock avec Shane Black. Il avait un autre projet développé, alors je viens tout sur le titre, avec The Robert Zemeckis, mais c'est des films qui ont été teasés, avec notamment des photos de prépa, etc., parce que c'est un mec qui est très présent sur les réseaux sociaux. Les films n'ont jamais abouti parce qu'il a préféré tourner Welcome to Skyscraper, Jungle Cruise, ou des conneries pas possibles, tu vois, Rampage, les litanies de dérivés de la saga Fast and Furious, tu vois, avec les guerres d'ego avec Vin Diesel. Donc c'est un petit pas, mais je suis plutôt intéressé de me dire, parce que je pense que c'est un mec qui a un vrai potentiel, qui a un vrai charisme naturel, qu'il a surexploité en ne faisant pas grand-chose pendant 15 ans, mais qui a, pour beaucoup d'acteurs qui évoluent dans ce type de catégorie, qui a un vrai talent, à mon avis, d'acteur, qui mérite d'être développé. Malheureusement, voilà, ça se fait sur un film très mineur, mais voilà, c'est le seul quand même plaisir que j'ai eu à observer le film, c'est quand même à cet endroit-là, assez peu sur tout le reste. C'est pas un immense plaisir, hein, c'est pas un film de Michael Bay, c'est pas Pen and Gain, hein, parce que là, pour le coup, là, c'était une sacrée performance, et en plus avec une vraie démesure dans le personnage. Là, c'est vrai que t'es un peu les deux doigts sur la couture du pantalon tout le long du film, mais il propose quand même quelque chose. Que signifie l'expression les deux doigts sur la couture du pantalon, Manu? L'expression les deux doigts sur la couture du pantalon fait que tu tiens bien tes deux doigts sur la couture du pantalon pour être sûr de ne pas te pisser dessus, quoi. Ah, ok, d'accord. Très bien, bah écoutez, je propose que nous passions maintenant au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Je commence sur les conseils, une fois n'est pas coutume, puisque j'ai vu cet après-midi, figure-toi, le film qui a valu à Nadia Beliti, si je dis pas de bêtises, le prix de l'interprétation féminine au dernier festival de Cannes, donc le film La Petite Dernière de Afsia Herzi. Je commence par le bien ou le moins bien? Le bien. Indéniablement, Afsia Herzi sait croquer des milieux, je vais dire. En tout cas, quand c'est des scènes de famille, quand c'est des scènes d'école, quand c'est des scènes avec beaucoup de gens, on croit à ce qu'elle fait. Là, je pense que bon, c'est clairement l'héritage kéchichien. Mais bon, en tout cas, il y a ce truc de véracité, en fait. Dans les scènes où à beaucoup de personnages, il y a ce truc de véracité qui fonctionne assez bien. Après, je trouve que l'image est indéniablement très soignée, c'est régulièrement assez beau, la lumière, l'éclairage, les cadrages, enfin c'est le recours souvent au gros plan, enfin très très souvent au gros plan, mais voilà, c'est quand même vraiment un travail très soigné au niveau de l'image, et indéniablement les deux personnages principaux qui sont Park Ji-min, donc qui était déjà dans Retour à Séoul de Davy Chou, et cette jeune Nadia Beliti ont en tout cas un certain charisme qui fait que tu restes dans le film, en fait. Elles portent vraiment le film, toutes les deux, elles portent vraiment le film, et ce qui fait que tu restes accroché à cette histoire qui, malheureusement, au niveau du scénario, c'est là où le bas blesse un peu plus, c'est que t'as l'impression d'un film qui fait un peu du surplace, t'as l'impression d'un film qui met du
temps à arriver là où tu voudrais qu'il arrive beaucoup plus tôt. Enfin, il y a quelque chose de très dilué comme ça dans la mise en scène. Enfin, pas dans la mise en scène, mais dans le scénario et dans l'écriture du film. Il y a quelque chose qui est bien géré quand même au niveau des... c'est marrant, ça m'a fait penser aussi au film... dont on parlera la fois prochaine, Relais de David Mackenzie. Il y a quelque chose autour du nom du personnage qui est assez bien joué, c'est-à-dire que le personnage, quand il est droit dans ses bottes, il dit son nom. Quand il n'est pas droit dans ses bottes, il s'invente une espèce de vie. Et c'est assez subtil, tu vois, c'est pas souligné dans le récit. Et c'est des petits indices qui te donnent des petites clés sur l'état d'esprit du personnage. Parce que c'est vrai qu'elle est assez monolithique. Elle est très... Enfin, c'est un jeu qui est assez physique, en fait, de Nadia Bellitti. Et c'est vrai qu'on a quand même du mal à rester accroché à cette histoire pendant les 1h46 du film, quoi. Mais bon, cela dit, je trouve que AFC a un certain talent. Maintenant, j'espère qu'elle s'intéressera à des projets qui ont un peu plus d'envergure, on va dire. Manu. Moi, je vais vous conseiller un petit dossier à l'intérieur du dernier numéro de Mad Movies, donc d'octobre, qui est consacré au cinéma indien, qui est signé de la plume de François Co, qu'on retrouve notamment dans le podcast Discordia, et qui est consacré à la mise en avant par Carlotta en rééditant trois films de Rajamouli sur les années 2025-2026, donc à savoir pour le début la légende de Baloubali, donc qui ressort en fin octobre dans les salles françaises dans une nouvelle version qui réunit les deux volets, une version inédite supervisée par Rajamouli, et donc en 2026 qui sera suivie d'une sortie salle de RRR et une sortie, alors je ne sais pas si ça sera une sortie salle ou juste une sortie vidéo de Ega, son film de mouche, de revanche de mouche. Mais est-ce qu'il n'a pas signé? Est-ce qu'en Inde on n'attend pas un nouveau Rajamouli, Globetrotter? Si, James Cameron a un rôle de superviseur dessus, ou en tout cas de facilitateur, qui est vendu comme une sorte de mélange entre Indiana Jones et James Bond, qui se passerait en partie en Afrique, si je m'en tiens au dernier mot qui conclut cet article sur la ressortie des films de Rajamouli. Donc voilà, je vous conseille ça pour vous tenir au courant du cinéma indien. Vous pouvez aussi donc écouter nos focus sur le cinéma indien qu'on enregistre assez régulièrement maintenant, et vous pouvez aussi retrouver donc François Co dans le podcast Discordia. Très bien. Merci de nous avoir écoutés, chères auditrices, chers auditeurs. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Likez-nous, envoyez-nous des messages. Transmission lepodcast.com, et aussi sur Facebook où on n'est pas trop actif, ou sur Instagram où on n'est pas trop actif non plus. Mais voilà, vous pouvez quand même nous tracer. Merci. Au revoir. Au revoir.